Mais le sexy, je vois pas comment faire ça, en fait. J'ai besoin de cet antagoniste. Et j'ai besoin de cet antagoniste aussi parce que j'ai besoin qu'il puisse être challengé. Chers auditorices, juste un mot avant de commencer. Dans cet épisode, mon invité aborde des expériences personnelles et des thématiques parfois sensibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la description de cet épisode. Prenez bien soin de vous et bonne écoute. Je m'appelle Mélissa et ici on parle jeu de rôle. Mais surtout de ce que le JDR fait aux gens. De ce qu'il crée dans nos vies, des souvenirs qui restent longtemps après les sessions et de ce que ça raconte de nos imaginaires et de nos identités. À chaque épisode, je vous présente une joueuse, un joueur, un ou une MJ, une personne passionnée et on explore ensemble ses racines. Alors que vous soyez plutôt médiéval fantastique, vampire, space opéra, steampunk ou chaton tout mignon, installez-vous bien confortablement. Le feu crépite déjà et les histoires commencent. Bienvenue dans le feu des racines. Salut Youfi. Coucou. Comment ça va ? Bah écoute, ça va bien. Alors toi Youfi, tu es youtubeuse transféministe gauchiste, c'est comme ça que tu te présentes. Ouais. Et ça fait une vingtaine d'années que tu me jettes, que tu es MJ pour des tables de JDR. Et actuellement, tu streams une partie qui s'appelle, si je me rappelle bien, L'ennemi de l'intérieur. Ouais, c'est l'ennemi intérieur, elle s'appelle aussi la campagne impériale. Ok. Voilà, il y a un culte du chaos vilain, il faut tous les éradiquer, et à la place on se fait éradiquer. Tu vas évidemment me raconter un petit peu tout ça plus en détail tout à l'heure. Ça marche. Et puisqu'on est là pour parler JDR, est-ce que tu peux me dire en quelques mots ce que c'est que le jeu de rôle pour toi ? En quelques mots. Ça peut être plein de mots, hein. Ça peut être plein de mots. C'est toi qui ajuste. C'est plus simple en plein de mots. C'est probablement un des trucs qui est les plus importants pour moi. En même temps, je suis MJ depuis presque 20 ans. Donc si c'était pas important, je m'en serais probablement lassé. C'est quelque chose de créatif qu'on fait ensemble et qui permet de vraiment avoir du lien avec des gens que je trouve qu'on n'a pas autrement. Et en plus de ça, en tant que personne zinzine dans sa tête, juste parler normalement avec des gens, souvent je suis en mode oh non, pourquoi faire? De quoi on va se parler? Ceci est angoissant. Alors que si tu me dis de 14 à 18 il y a une session de jeu de rôle, bon bah let's go quoi. Tout d'un coup c'est normal, il n'y a pas de problème. J'aime bien ton histoire de cerveau zinzine un peu. Moi je dis que j'ai un cerveau à paillettes parce que ça brille un peu dans tous les sens et je contrôle pas tout. Du coup ça me parle. Ouais, je vois la réflexion. Du coup, ça commence quand et comment pour toi cette histoire avec le JDR ? Ça commence à 17 ans avec le bouquin de Warhammer Fantasy 2e édition et mon frère, mon petit frère. Et ça a été mon seul joueur pendant 1 an et demi environ. Et à côté de ça, je me suis mis sur un forum de jeux de rôle qui était consacré à Warhammer Fantasy 1e et 2e édition. Et du coup, j'ai fait du roleplay là-dessus. Et je voyais des gens parler de mécanique. Et c'est quelque chose que j'ai perdu, pour le coup, le contact avec une communauté en ligne à un moment donné. Maintenant, c'est revenu et je regarde régulièrement les gens qui échangent sur la 4e, bientôt la 5e édition de Warhammer Fantasy. Des gens qui sont de mauvaise foi, qui sont en mode oui, mais alors, du coup, les règles de Imperium Maledictum, si les PJ lootent tout ce qu'ils trouvent, ça fout en l'air toute l'économie. Et je suis en mode, mais si tes joueurs se retrouvent avec 500 fusils d'assaut à refourguer et que ça fout en l'air ton économie, t'as des moyens en tant que MJ de faire hey. Bref, ça m'énerve. Je vois ça. Toi, dès le début, c'est toi qui MJ qui fait vivre une aventure à ton petit frère ou comment ça s'est passé ? Complètement. Et à côté de ça, je jouais sur les forums de roleplay et j'ai toujours eu une unbalance, un déséquilibre entre le fait que j'étais principalement MJ et le fait que je joute peu. Déjà parce que je suis beaucoup plus difficile en tant que joueuse qu'en tant que MJ. C'est toi qui le penses ou c'est un truc qu'on a pu te dire Non, c'est moi qui le pense. Ok. En tant que MJ, vraiment, des joueurs qui sont pas ouf, qui ont du mal à rentrer dans le roleplay, etc., bah, je suis en mode, bah, c'est le début, tout va bien. À partir du moment où c'est pas des connards qui font vraiment n'importe quoi, et j'en ai vu, mais ceci étant dit, à partir du moment où c'est pas des gens où c'est genre vraiment désagréable en tant qu'être humain de les côtoyer, en fait, genre vraiment, c'est pas grave. Ça vient, des fois ça me frustre un peu, mais bon, voilà. Puis je trouve que c'est aussi mon rôle en tant qu'MJ, parce que je trouve pas qu'il y a des compétences
Pour moi, il n'y a pas vraiment de compétences dans le jeu de rôle en tant que joueur qu'il y a à développer. Enfin, pas qu'il y a à développer, mais que tu pourrais pas acquérir en juste jouant dans un environnement qui est... voilà. Alors après, forcément, si tout ton groupe fait absolument pas de roleplay, bah, tu peux pas les démarrer, en fait, parce qu'il t'en faut au moins un ou deux pour que la sauce prenne et que tu puisses te baser dessus pour broder, montrer un exemple, etc. Tu peux pas tout faire en tant qu'MJ non plus, mais à partir du moment où tu as une personne qui tient la route sur un aspect, tu vas réussir à transmettre cet aspect aux autres. Ouais, t'es en train de dire que par contre, il n'y a pas de prérequis, que c'est vraiment n'importe qui peut se lancer, même si t'es complètement débutant, quoi, ou débutante. Complètement, ouais. Ça, c'est important parce que du coup, ça a une vision pas du tout élitiste de l'activité et tu peux avoir des super bonnes surprises, quoi, des gens desquels tu t'attendais pas du tout, une passion pour et le roleplay et l'univers, etc. Et finalement, c'est toi qui vas pouvoir amener ça. Complètement. Alors après, forcément, tu as des joueurs qui sont grosso modo des theater kids et qui ont fait quelques années de théâtre, qui en plus de ça sont passionnés par ton lore et du coup vont lire les bouquins et des fictions, etc. Et qui en plus de ça vont être en mode « Ah, la mécanique est trop bien !» et vont vraiment lire le bouquin de règles et prendre le temps de les apprendre, forcément. Et qui en plus vont prendre des notes. Bon, ça c'est tu vois, genre... j'en ai, hein. J'en ai un, s'appelle David, il est extraordinaire. David, si tu nous écoutes, ta MJ t'aime. Voilà, ça fait presque 20 ans que je joue avec, et c'est un très bon MJ a priori, il paraît. J'ai jamais pu jouer sur ces tables, donc je le regrette fortement. Faut croire qu'il ne pense pas à moi. Je crois qu'il fait pas de table en ligne, donc ça explique. Mais en tant que joueuse, par contre, je suis beaucoup plus difficile. Parce que j'ai vraiment besoin que les MJ me chopent et que l'univers tienne et que tu te retrouves pas avec de la réflexion sur un point de règle pendant 1 heure et demie. Enfin, en gros, j'ai besoin des MJ qui m'apportent à peu près ce que moi j'ai l'impression d'apporter en tant que MJ. C'est-à-dire pas être dans la punition gratuite. Et s'il y a un truc qui ralentit, bah c'est pas grave, tu roules quoi. T'as un rôle d'arbitre, le bouquin c'est un support, donc si jamais il y a un truc qui t'emmerde, eh bien tant pis, ça coûte ça, voilà. Alors, est-ce que moi-même, en tant que meuf zinzine dans sa tête et en tant que MJ, des fois, je sais que le point de règle il m'échappe et j'ai envie de le trouver et je fais perdre du temps à tout le monde à cause de ça? Oui. Ça arrive. Et est-ce que si tu me demandes ce qu'il y a à bouffer à l'auberge, je peux partir en mode « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a à bouffer à l'auberge? Attends, quelle saison sommes-nous? La venaison, Le climat est-ce que est c'est plutôt logique froid. » ou pas? Bon, c'est une soupe de navet, me faites pas chier. Ouais, tu vas avoir besoin d'immersion et comme tu es souvent, enfin quasi exclusivement tout le temps MJ, bah tu sais un petit peu, toi, l'énergie, les efforts que tu fournis pour proposer des sessions qui soient agréables et j'imagine, et ça me paraît normal, tu as tendance à espérer un peu la même chose quand tu es de l'autre côté, quoi. Je m'attends pas personnellement à ce que les MJ que je vais avoir apportent les mêmes choses que moi à la table. C'est pas quelque chose nécessairement que j'espère, c'est pas non plus quelque chose que j'attends ou même que je souhaiterais. Mais c'est vraiment sur les questions fondamentales de peut-être rule of cool or rule of the book. Je préfère la rule of cool. Le MJ essaye de tuer les personnages ou le MJ n'essaye de ne pas les tuer. Je préfère un MJ qui n'essaye pas activement de TPK le groupe. Et vraiment sur le côté punitif, genre quand t'as pas de... Je préfère par exemple aussi un MJ qui va... Parce que pour le coup, c'est vraiment quelque chose que je fais. Mais quand tu vois que tes joueurs oublient un truc, que ça fait pas sens que leur perso oublie, ou un truc d'étiquette que normalement ils devraient avoir... Si ils décident de briser ça dans la narration, je veux qu'en tant que joueur, ils soient conscients qu'ils sont en train de le briser. Et moi, ça m'est arrivé comme ça de me retrouver, j'étais en mode « Waouh, on a fait des trucs super intelligents en tant que groupe » et en fait, on a oublié un truc qui fait que tout ce qu'on a fait, en fait, était vraiment de la merde. Mais nos persos auraient dû le savoir, en fait. Et pas avoir un petit, vous êtes sûr, un petit, je sais pas, un jet d'intelligence, whatever. Parce que c'est vrai que moi, souvent, quand mes PJ font absolument nimp et qu'ils sont tous genre en train de faire un truc, mais alors complètement débile. Genre, vous voulez pas me faire tous un jet d'intelligence? Et déjà, rien que le fait qu'ils soient obligés de faire le jet d'intelligence, ça calme tout le monde. Ils sont en mode, attends, on a dû louper un truc, là, parce que... Si elle nous dit ça, c'est pas anodin, je suis sûre, il y a quelque chose. Je pense qu'on est en train de se casser d'une branche, ce serait peut-être pas mal de s'y rattraper. Tu parles presque en fait de ce que c'est que
presque philosophiquement d'être MJ en fait, d'avoir un objectif commun sur qu'est-ce que c'est que vivre une aventure. Est-ce que c'est tendre des pièges? Est-ce que c'est t'as pas retenu, ça existe quand même dans l'univers et tant pis pour les conséquences, t'avais qu'à te souvenir, t'avais qu'à marquer. Ou t'es quand même aussi là pour porter l'histoire avec eux, avec elles, et que ça soit pas hyper frustrant ou voire ça casse l'envie de jouer quoi. Ouais, c'est complètement ça. Genre j'ai vraiment pas de problème avec les situations qui sont où en tant que joueuse, je sais que je suis dans la merde et tout le monde il est contre nous, etc. À partir du moment où genre juste je tombe pas dans les trous gratuitement, en fait, c'est ok quoi. Quand je fais marcher mes méninges et que en tant que groupe on a des idées un peu intelligentes, j'ai envie d'être un minimum récompensé pour ça, que le truc aille au moins vaguement dans mon sens. Et que s'il va pas dans mon sens, c'est pas grave, je vais avoir quand même quelque chose au bout, ça va quand même avancer l'histoire. Si j'ai juste l'impression de couler progressivement dans la mare... Il y a la vraie vie pour ça. Au bout d'un moment, j'ai plus envie de nager, tu vois. Enfin, c'est... Ouais, je comprends complètement. Moi, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de ton univers. Tu as dit que toi, tu étais vraiment beaucoup versé dans Warhammer, avec plein d'éditions différentes. Et quand on a préparé, parce qu'on a préparé quand même un petit peu, j'ai pas hésité à admettre que j'étais une grosse noob de Warhammer. Et on en parlera tout à l'heure de pourquoi est-ce que c'est un jeu que je connais pas, au détriment d'un autre jeu que tu connais, mais que tu n'aimes pas du tout. Je vois pas du tout où tu parles. Voilà. Donc, j'ai un petit peu fait mes devoirs, mais il y a peut-être d'autres personnes qui nous écoutent qui sont pas hyper familières. À quoi ça ressemble l'univers de Warhammer? En tout cas, toi, qu'est-ce que t'aimes dedans? Et comment tu nous ferais goûter un petit peu ça, quoi? Ouais. J'ai quand même utilisé une petite comparaison par rapport aux jeux que je n'aime pas. Donjons et Dragons... Voilà, c'est dit. La plupart des gens voient ce que c'est. Et c'est de l'épique high fantasy. Ton joueur et ton groupe est un héros. Il se développe différemment des autres personnes. Les PNJ se développent différemment, ils n'ont pas le même fonctionnement, genre juste essentiellement, ce sont des créatures mécaniquement différentes. Tout ça pour donner des personnages de Donjons et Dragons qui arrivés au niveau 20, sont basiquement des demi-dieux. Ouais, on est sur des gens un peu élus, avec une destinée hors du commun. Complètement. Tout en ne l'étant pas réellement, tu vois, parce que ça, pour le coup, c'est pas adressé dans Donjons et Dragons. On te dit pas, tu es l'élu, il y a une divinité tutélaire, tout le monde n'est pas Warlock ou Paladin ou ce genre de choses. Et Warhammer, en revanche, donc du coup, se divise en deux grosses catégories. Il y a 40 000 et il y a Fantasy. Warhammer Fantasy est un genre plus de Renaissance Fantasy. Et tout le côté Warhammer, que ce soit 40 000, enfin Fantasy, science-fiction, pas science-fiction, part du postulat que tu es globalement une créature normale. Et tout ce que toi tu peux faire, d'autres personnes peuvent le faire dans l'univers. Et probablement d'autres personnes le peuvent mieux que tu ne pourras jamais le faire. Tu ne gagneras jamais un bras de fer avec un dragon. C'est tout. Il n'y a pas un jet de dés qui fait que tu réussiras un bras de fer avec un dragon. Donjons et Dragons te le permet. Pas Warhammer. Et notamment sur le choix de carrière, ça fonctionne pas avec des classes, ça fonctionne avec des carrières. Dans le côté science-fiction, c'est un peu différent, Old World est un peu différent aussi, mais vraiment dans l'espèce de moule qui a été créé avec la première édition jusqu'à la 4e, bientôt la 5e, la logique c'est tu peux être un chevalier complètement, tu vas commencer en tant qu'écuyer. Mais tu peux également être un artisan, tu peux être un boulanger. C'est possible. Dans ce cas-là, tu vas commencer en tant qu'apprenti boulanger. C'est divisé en 3-4 paliers. Le premier, apprenti. Le deuxième, que tu atteins relativement rapidement, ça va être ton métier de base. Pour un chevalier, ça va être chevalier. Pour un boulanger, ça va être boulanger. Pour le pilleur de tombe, ça va être pilleur de tombe. Pour le voleur, ça va être voleur, etc. Et ta deuxième carrière, tu vas passer beaucoup de temps dedans. Et après, tu vas arriver à ta 3e carrière, qui n'est pas obligée d'être dans le fil d'ailleurs. Depuis la première édition, tu as des passerelles, tu as des moyens de j'étais un érudit, mais j'ai volé des trucs que j'aurais pas dû faire, du coup maintenant je suis poursuivi. Tu demandes au MJ, est-ce que du coup maintenant je peux passer carrière hors la loi? Très bien, tu gardes tout ce que tu as appris, on change de carrière, c'est parti, tu es désormais apprenti hors la loi. Le 3e, du coup, généralement, pour garder l'artisan, tu vas être maître artisan. Donc il va y avoir la logique de, tu vas prendre un apprenti qui va potentiellement t'accompagner dans tes aventures. Souvent, la 3e carrière, tu as un ou plusieurs NPC qui commencent à t'accompagner. Oui, le truc que j'ai pas dit, contrairement à Donjons et Dragons, tu as ton XP, au bout d'un moment, tu as suffisamment pour passer un niveau, tu obtiens tout d'un coup. Warhammer, ça a toujours été, tu as de l'XP, au fur et à mesure, tu achètes tes petits trucs morceau par morceau. D'accord, donc un truc un peu plus progressif et moins par palier, avec des compétences qui vont se débloquer. Tu as dépensé de l'XP pour avoir un petit plus 5 sur ta compétence dédiée au crochetage, par exemple.
Et du coup, tu te retrouves après avec la 4e tier de carrière qui généralement va être au-delà de ça. Le maître artisan va passer maître de guilde, par exemple. La 4e a toujours un côté un peu, souvent, qui se décentre très violemment de ce que tu avais avant, qui était vraiment dans la ligne de ta carrière. La 4e est quasiment toujours avec du poids politique. Parce que, en fait, au bout d'un moment, quelques exceptions existent. Le tueur de trolls, par exemple, qui juste tue des créatures de plus en plus balèzes, vu que c'est un nain qui a brisé son honneur et qui doit trouver la mort en combattant des trucs dangereux sans porter d'armure et souvent complètement beurré. Bon, bah, le tueur de trolls, il tue juste des trucs de plus en plus gros. Voilà. Et c'est un déshonneur parce qu'il n'arrive pas à mourir, donc il fait probablement très mal son travail. Le gladiateur aussi, par exemple, je crois qu'il devient juste de plus en plus balèze dans son champ de compétences. Mais le chevalier passe de écuyer, chevalier du cercle intérieur. Et le dernier, je sais plus ce que c'est, je crois que ça doit être mettre 2 chapitres, un truc du genre. Mais du coup, tu te retrouves plus avec des compétences de leadership, d'étiquette, de lore héraldique, ce genre de choses, en fait. Parce que dans toute structure, en fait, au bout d'un moment, ton métier n'est plus le cœur de ton métier. Si t'es monté suffisamment haut, à peu près dans la vraie vie, et c'est un peu la même chose dans Warhammer, et c'est ça que j'aime bien. Et contrairement à Donjons et Dragons, par exemple, très peu de carrières font de la magie. Les carrières qui font de la magie sont des mages, étrangement, ou des sorcières qui sont illégales, ou des edge witch qui sont genre l'équivalent de la sorcière médiévale qui va faire des baumes pour faire des espèces de filtres d'avortement dans sa cabane au fond des trucs et on lui jette pas trop de cailloux, mais c'est vrai que quand le chasseur de sorcières passe, bon bah des fois on drop son nom parce que mieux vaut elle que nous. Parce qu'il y a une vache malade, tu vois, c'est ça. Du coup, je reviens sur ton histoire de carrière. J'ai l'impression que c'est crédible en fait en termes de progression, de ce que pourrait vivre une personne dans un univers où il y a un peu de magie. Tu dis qu'il y a des trolls, donc est-ce qu'on retrouve aussi certains peuples ou certaines races emblématiques comme les elfes, etc. Complètement. Ça reste de la fantasy. Donc il y a des elfes, il y a des elfes noirs qui sont vilains, il y a des hauts elfes qui pètent plus haut que leur cul, il y a des nains, il y a des nains du chaos. Est-ce qu'il y a du fun ? Il y a du fun, bien sûr qu'il y a du fun. La petite question provoque, parce que moi j'aime bien D&D. Il y a du fun. Et si tu veux vraiment du fun, il faut faire haut elfe mage. Et haut elfe mage, tu peux, dans la 4e édition, tu peux même monter à une 5e carrière. Parce que tu peux développer de plus en plus de magie, parce que tu vis depuis très longtemps, c'est toi qui sais faire la magie. Parce que l'idée de Warhammer, quand même, c'est la magie existe, les elfes savent s'en servir, les humains font n'importe quoi avec, et ont tendance à invoquer des dieux du chaos, enfin pas invoquer des dieux du chaos, mais genre faire popper des démons parce qu'ils savent pas s'en servir, jusqu'au moment où les elfes font, bon, alors, on va arrêter les conneries, on va vous apprendre comment faire, on va subdiviser ça en 8 collèges de magie, parce que visiblement, vous n'êtes pas capable de gérer tous les vents de magie en même temps, parce que vous êtes complètement cons. Et vous allez faire comme ça. Et si vous faites autrement, ce sera hérétique dans vos trucs à la con, là, je veux pas le savoir, parce que vous faites n'importe quoi. Et t'as des orques, t'as des gobelins, t'as tout un tas de trucs sympas. T'as moins de races que dans Donjons et Dragons, et t'as vraiment... t'as l'impression dans Donjons et Dragons que n'importe quel village est un genre de métropole cosmopolite d'espèces différentes qui vivent plus ou moins sans heurts. Espèce de Royaume-Uni idéalisé un peu, quoi. Exactement. Et il n'y a pas du tout ça dans Warhammer. Les elfes sylvains ont un côté isolationniste, ont tendance à rester dans leur forêt, même si ils ont des ambassadeurs, mais c'est rare d'en voir. Les hauts elfes ont pas que ça à foutre de traîner avec des trucs qui ont une espérance de vie ridicule, genre ils ont d'autres projets. Les nains sont plutôt bien intégrés à l'Empire des Hommes, genre vraiment t'as ceux qui vivent dans leur cité naine, et puis t'as ceux qui ont leur bourgade avec leur système, ils ont reproduit leur caste, ils ont leur petit jugement à l'intérieur, etc. Est-ce que ça veut dire que du coup tu vas être exigeante dans la manière dont tes joueuses vont construire leurs personnages pour que ça soit cohérent par rapport à l'esprit du jeu ? Complètement. J'ai pas besoin d'un background détendu, mais ceci étant dit, il passe par moi et je propose des modifs de lore si je vois qu'il y a des trucs qui vont pas être cohérents avec l'univers, qui vont pas fonctionner, etc. Et si les joueurs, c'était pas explicite dans le background, mais ont une idée différente, des fois on retconne des trucs, etc. Mais... ceci étant dit, j'ai mes propres rulings par rapport au lore. Il y a certains trucs qui sont pas canon que je dis d'emblée de jeu. Alors ça, si vous connaissez le lore, ça ne sera pas canon, mais on va le jouer comme ça. Genre par exemple, pour tout ce qui est question de relations entre personnes de même genre, finalement, j'ai décidé que ça posait de problème à personne. L'homophobie n'existait globalement pas, mais il pouvait y avoir des tensions au sein de l'aristocratie pour ce qui est des bloodlines, en fait.
tout simplement, et que du coup, il pouvait y avoir une incitation à obtenir au moins un héritier légitime, quelle que soit la façon dont il est conçu, etc. Pareil, sur tout ce qui est transidentité, je considère que c'est pas un truc commun, mais c'est pas un truc qui choque. Genre, les gens sont pas nécessairement conscients du concept, mais c'est pas quelque chose qu'ils vont rejeter viscéralement. Et là, pour le coup, on gère ça soit à la magie, soit à la prêtrise. Voilà. Je peux pas en dire plus parce que j'ai potentiellement une joueuse dont la naine va devoir transitionner un moment, mais j'ai toute une idée de machin, de le rituel, de la prêtrise des nains, du bidule du truc. Mais voilà, je suppose que les humains vont boire des potions shady dans des bacalis. Mais vraiment, il y a ça aussi, l'idée dans Warhammer, que ce soit dans la science-fiction ou dans la fantasy, c'est que la magie, c'est dangereux, ça peut péter. Ouais, ce que j'ai lu, c'est qu'il peut y avoir de graves conséquences, que d'ailleurs le sort soit réussi ou pas. Il peut y avoir des mutations, des démons invoqués, des choses comme ça. C'est moins quelque chose de gratuit, quoi. Disons que les actions ont un coût ou des conséquences derrière. Complètement. Genre, notre mage-elfe sur la campagne qu'on stream, là, elle essayait de crocheter par magie une serrure. Donc c'est un sort vraiment simple, c'est un petit spell pour le moment, elle sait faire que des sorts mineurs comme ça. Et genre vraiment, elle essaye, ça marche pas. Elle essaye, ça marche pas. Elle essaye, ça marche pas. Elle réessaye, ça marche. Par contre, on jette le dé, etc. Alors, oui, donc la prochaine créature qui naît dans un rayon d'1 kilomètre sera mutante. Très bien. Bon, ça n'a pas beaucoup d'impact. On va considérer qu'il y a un rat à 3 têtes qui vient de naître, si ça vous va. Il est dans les égouts, il vit sa vie. Allez hop, on passe à autre chose. Mais des fois, c'est plus dramatique, quoi. Tu peux ouvrir un portail vers la dimension du chaos et il y a des démons qui sortent. C'est le pire jet, mais juste avant, je crois que c'est juste ta tête explose spontanément. Oh, waouh. Et science-fiction, pour le coup, c'est fantasy pareil, mais dans l'espace, à une échelle plus grande, avec des sorts qui sont encore pires. Cosmique. Non, mais dans la version d'Imperium Maledictum, par exemple, chaque fois que tu fais un sort, tu gagnes des charges. La moyenne, ça doit être 6-8. Le sort standard, il est entre 1 et 3. Et tu dois purger chaque fois que tu arrives juste avant pour éviter que ça explose. Et purger, il va y avoir un phénomène psychique qui va se passer. Oh, waouh. Tu sais pas ce que c'est, il sera tiré au dé. Peut-être toutes les statues autour se mettent à pleurer du sang, c'est possible. Si tu retires le même, l'effet devient permanent. Oh, waouh. Excellent. Et ça se joue pas au D20, il me semble. Ça ne se joue pas au D20, c'est le D100. Il y a d'autres licences qui dépendent du même univers, mais qui ont des systèmes plus folkloriques que le traditionnel D100, qui est un peu la marque de fabrique de Warhammer. C'est des jets de pourcentage. Tes valeurs sont exprimées en pourcentage. Donc tu dois faire moins. Genre, t'as 34 en force. Ça va être du force opposé. Si tu essaies de casser une porte en utilisant ton épaule, ça va être un jet de force. 34% de chance. Le jet est difficile. Par exemple, on va être à moins 20, donc tu n'auras que 14% de chance. Déjà, merci beaucoup pour tout le contexte. Je t'en prie. Pour les gens comme moi qui connaissent pas bien. C'est génial. Jouer à Warhammer. Jouer à Warhammer, mais jouer à D&D aussi. Je vais revenir sur les fondations de ton histoire avec le JDR. Ça fait 20 ans que tu joues, donc la personne que tu es aujourd'hui a forcément évolué par rapport à la personne de 17 ans que tu étais. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, depuis toutes ces années? Est-ce que tu t'es découverte à travers le JDR? Est-ce que ça t'a permis de mieux te connaître? Quel rôle ça a pu jouer pour toi en tant que personne? Alors déjà, je ne crée plus de carrière custom de ninja pour Warhammer. C'est une progression. Mais non, le rapport aux jeux de rôle, déjà, je fais des persos féminins dans quasiment tous les jeux vidéo auxquels je joue depuis un sacré bail. Et forcément, dans le jeu de rôle, j'ai quasiment fait que des persos féminins. Ce qui aurait pu me mettre sur la piste relativement rapidement du côté transidentité, mais visiblement pas tant. Du coup, tu te dis, peut-être ça aurait pu être un petit indicatif. Complètement, ouais. Surtout qu'en plus, les seules fois où je jouais des hommes, c'était vraiment pour en faire des salauds que j'avais envie de voir crever dans les égouts. Donc c'était vraiment... cathartique. Mais ouais. Est-ce que ça a été d'abord un espace où tu pouvais t'autoriser à être toi tel que tu avais envie, qu'on te considère, qu'on te voit? Déjà toi, ton rapport à toi, c'est un espace où tu t'autorisais à exister. Complètement, je pense aussi, c'est pour ça que ça m'a ferré aussi fort. Après, à nouveau, j'ai pas beaucoup joué en vrai. Ça explique peut-être aussi, j'aurais été autant joueuse que j'étais MJ. Ça aurait peut-être permis des petits trucs de « Hey, quand tu fais ça, tu te sens bien ?» et nanani nanana. Mais comme j'avais pas vraiment de point de comparaison parce que je jouais une fois par an, voilà quoi. Ouais, c'était un peu épisodique comme ça. Après, en tant qu'MJ,
Tout à l'heure, tu as dit que voilà, c'est aussi des éléments que tu pouvais amener à ta table pour tes joueuses, pour tes joueurs, dans l'évolution de leur personnage. Si tu joues avec d'autres personnes trans, est-ce que toi, tu as en tête des outils ou des choses très forts à l'esprit pour que chacune se sente bien en jouant? Comment ça s'inscrit en fait dans les tables que tu me jettes? Est-ce que c'est quelque chose que tu as à l'esprit consciemment ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout. Enfin, pas du tout, c'est un peu faux. J'ai une joueuse qui avait fait son coming out à moi en début de partie, en mode on va pas le dire, mais nanana, nanana. Et comme cette personne jouait un perso masculin, j'étais en mode ok, on est parti là-dessus, mais du coup, est-ce que par hasard, t'as envie qu'on transitionne le perso at some point, quoi? Et c'était effectivement quelque chose auquel elle a été hyper réceptive, étant ouais, ce serait trop cool, etc. Donc on voit ça ensemble et tout. Mais au-delà de ça, c'est vraiment pas quelque chose auquel je réfléchis. Alors après, forcément, il y a tout un tas de trucs qui sont intériorisés dans ma tête qui font que que ce soit des personnes cis en face ou des personnes trans, de toute façon, je vais pas me jeter comme un mec cis hétéro de 50 ans, blanc, avec de la barbe. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très très bien. Nonobstant, il y en a des biens, hein. Mais les gardiens du temple du jeu de rôle me jettent pas de la même façon que moi je me jette. Et clairement, j'arrive sur un environnement, je vais immédiatement faire bon, bah alors du coup, quelles sont les discriminations dans l'univers? Comment on les aborde? Qu'est-ce que moi, en tant que MJ très blanche, je me sens d'apporter, de pas apporter? Et généralement, la solution la plus simple est de virer les discriminations qui existent dans le monde réel. J'aime pas jouer des jeux où l'univers n'est pas sexiste. Parce que fondamentalement, je suis en mode c'est le pays des bisounours, ça ne marche pas en fait. Tu vois, genre c'est pareil quand il y a la garde, etc., d'une ville, etc., c'est des mecs qui sont un peu pourris, qui sont un peu violents, qui jouissent de leur autorité. C'est obligatoire en fait. Oui, je peux en faire des biens de temps en temps. C'est toujours agréable de tomber sur un capitaine de la garde qui est aidant et qui comprend. Mais du coup, Honorable. exactement. Mais à chaque fois, je vais glisser un truc genre. De toute façon, mes PNJ sont tout le temps en train de se plaindre. Tu leur poses une question, ils vont commencer à faire ah ouais, mais le bourgmestre a encore augmenté les taxes, de tout ça pour envoyer les minots se fumer dans le champ d'à côté. Mais du coup. Oui, ils vont se plaindre. Et si c'est des gens qui sont honorables, bah, ils vont se plaindre de c'est hyper difficile. Genre, les gars qu'on m'envoie, c'est des gros tocards. L'autre jour, ils ont tabassé la boulangère juste parce qu'elle leur a pas souri, tu vois. Et d'un autre côté, tu peux agrémenter dans l'autre sens avec un sergent de la garde et instantanément, ils savent à qui ils ont affaire parce que genre, c'est la meuf qui parle parce que c'est elle qui a une grosse valeur en social. Donc, le groupe a mis sa meuf Golden Girl devant. Et tout de suite, il est en mode, c'est qui la grognasse? Tout de suite, tu plantes le décor, en fait. C'est des flics, merde! C'est pour ça que le sexisme, pour moi, c'est important. S'il y en a pas, je comprends. C'est tellement un truc qui est dans ma vie tous les jours, que je ressens dans ma chair tous les jours. Je peux pas imaginer qu'il y en ait pas. Et autant la transidentité, genre pas foutre de transphobie, je suis en mode, bon, on souffle un peu, voilà. Autant le sexisme, il est tellement dilué dans toute la structure et tellement un élément important finalement de nos sociétés parce que, alors certes, il y a également la néocolonisation, etc. Le racisme, ouais. Voilà. Mais le contrôle du travail reproductif est quand même hyper pilé partout, quoi. Donc c'est... L'enlever, je suis en mode, bah en fait, je sais pas à quoi il ressemble cette société. Je suis juste pas capable de l'imaginer. Le racisme et la néocolonisation, je peux me dire, les gens se traitent comme des gens normaux et ils arrêtent d'être des connards racistes, tu vois. Genre, c'est plus simple pour moi. Est-ce que c'est plus simple parce que je suis blanche? C'est possible. C'est complètement possible. Mais le sexisme, je vois pas comment faire ça, en fait. J'ai besoin de cet antagoniste. Et j'ai besoin de cet antagoniste aussi parce que j'ai besoin qu'il puisse être challengé. Je trouve que c'est hyper lucide de savoir d'où on parle et de pas avoir l'illusion d'être hyper déconstruite et informée sur les oppressions qu'on vit pas soi-même, même si on peut se documenter. C'est pas de la réalité que nous, on expérimente. En t'écoutant, je me disais, cette histoire de tension quand même, de garder quelque chose qui, t'as raison, est vraiment le fondement de nos sociétés, peu importe le pays dans lequel tu habites, à de très très rares exceptions. Oui. L'enlever, c'est aussi sauter l'occasion finalement de rétablir une forme d'équilibre quand on peut aller au contact, à la confrontation et se réinventer, quoi. Je comprends qu'on a envie aussi de se frotter à un truc qui nous fait mal dans la vraie vie pour avoir l'opportunité de le vivre autrement, quoi. Oui, complètement. Les tensions interespèces, j'ai tendance à les jouer moins fortes que ce que le bouquin décrit. Ça, c'est...
Bah, c'est ta liberté de MJ aussi, quoi, d'interpréter, de Voilà. mettre ta sensibilité. Généralement, je les joue quand même parce que je veux dire, c'est des communautés qui sont, je sais pas, des gens qui ont la même biologie du tout. Enfin, ils ont des durées de vie qui ont rien à voir. Ils ont des rapports ils ont des rapports au monde en fait qui sont vraiment différents. Et du coup, comme je joue les humains généralement comme des ignares à peu de choses près, c'est en ça en fait finalement que mes joueurs se détachent des PNJ. C'est pas parce que c'est des demi-dieux, pas parce que c'est des élus, c'est parce que eux ne sont pas des ignares réactionnaires qui, quand ils voient un truc qu'ils comprennent pas, ils font oh, la sorcellerie, cette saloperie là, moi j'y touche pas. Non, tu vois. Tu parles de rapport aux autres. Est-ce qu'en faisant jouer des univers à tes joueuses, justement où il y a ces questions qui se posent, est-ce que toi, ça t'a amené à changer des fois ton regard sur les autres dans la vraie vie, ton rapport au monde? Est-ce que ça a façonné finalement la manière dont tu vois les autres dans la vraie vie? J'ai pas l'impression, mais c'est peut-être parce que je joue pas beaucoup. Après, ça peut aussi être parce que les questions se sont posées tôt aussi. Quand tu es à l'intersection de plusieurs types d'oppression ou que tu appartiens à plusieurs minorités, tu es tôt dans le bain quand même de la prise de Oui. recul et de la manière dont tu perçois les autres. C'est possible, d'autant plus que la zinzinerie fait que je suis tout le temps en train d'essayer de décortiquer, genre pourquoi les gens font des trucs et il est possible que ce travail ne se soit pas fait par le jeu de rôle parce qu'il était fait effectivement avant à ma façon. Ouais. Après, il y a aussi un monde dans lequel je suis juste pas exposé suffisamment à des personnes différentes de moi dans le cadre du jeu de rôle. Parce qu'on va pas se mentir, mes cercles sont également, par exemple, très blancs. Très féminins aussi maintenant. Mais bon, clairement, on parlait des gardiens du temple du jeu de rôle. Et c'est vrai que eux, je sens qu'ils ont une autre vision et j'ai pas envie d'aller dedans. Genre, elle ne m'intéresse pas. Genre, il y a peut-être des trucs intéressants à en tirer, mais le coup est trop... Mais après, je sais que voilà, j'ai des biais démographiques qui font que je suis pas suffisamment exposé à des personnes suffisamment différentes de moi pour que ça crée quelque chose via le jeu de rôle. C'est vrai qu'on est tous un petit peu dans nos bulles parce que déjà on s'y sent bien, parce que le quotidien fait que c'est pas toujours matériellement facile de rencontrer des gens qui sont différents de nous. Et voilà, la vie avançant, à moins de créer les occasions et de se lancer à l'aveugle dans une activité où on connaît absolument personne, c'est un peu moins évident, quoi. Mais malgré tout, est-ce que toi, tout au long de ton parcours de MJ et tes rares occasions de joueuse, il y a déjà des fois où tu t'es sentie mal à l'aise, un peu en décalage ou franchement gênée? Est-ce que ça a pu se produire? Est-ce que tu as envie d'en parler? Oui. Ouais, non, très clairement. Il y a eu des moments pas faciles. Ce qu'il faut savoir, c'est que je parlais des forums en ligne. J'ai été sur un forum en ligne pendant longtemps, pendant très longtemps même. Et il se trouve que du coup, j'ai transitionné entre-temps, à un moment donné. Et même si ça s'est passé relativement tranquillement, genre en vrai, c'est bien, ça s'est bien passé. Alors, je jouissais d'un capital... sympathique. Je savais que dans cette sphère, j'étais plutôt bien intégré. Donc, le fait que moi, je transitionne spécifiquement, il n'y avait pas de grief à mon encontre, nanana. Donc, du coup, ça s'est bien passé, ça. Mais c'est vrai que être passé du côté de la barrière m'a forcé aussi à... Comment dire ? Il y a des trucs que je laissais passer quand j'étais perçu comme un homme et quand je me concevais comme un homme envers mes coreligionnaires meufs, que une fois passé de l'autre côté de la barrière, tu peux pas laisser passer. Il faut aussi voir que, genre, 20 ans que je fais du jeu de rôle, donc en fait, j'ai beaucoup vieilli entre-temps. Genre, je suis devenu une adulte aussi, tu vois. Mine de rien, ça joue. Et c'est vrai que quand t'es une petite créature planquée derrière une façade de mec et que t'es en mode, genre, ma légitimité, elle est pas là, je me sens toujours en décalage par rapport à tous les êtres humains que je croise, je sais pas pourquoi, etc., c'est pas toi qui va prendre de l'espace et faire « Mais c'est scandaleux ce que vous faites avec des gens qui sont plus vieux, qui sont plus installés, qui ont un capital social dans la sphère qui est beaucoup plus important, etc. » Alors que quand tu me jettes et que t'as transitionné, que t'es en mode « En vrai, j'en ai plus rien à carrer, en fait. » Au bout d'un moment, le genre de commentaire qui se passe à la table en mode « Ah, mais tu veux pas d'enfant, mais c'est normal, tu vas en vouloir. » Bah, tu le laisses plus passer, en fait. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, j'ai fait « Bah, en fait... je retire 50 XP pour sexisme à ma table. » Genre, vraiment décontracté, tu vois, genre... Parce que je peux. je suis pas rentré dans la... Pour moi, c'était pas confrontationnel. Pour moi, c'était en mode, tu dis un truc sexiste à ma table, j'enlève 50 XP. Voilà, ça ne s'est jamais produit avant, maintenant c'est comme ça, c'est comme si ça avait toujours été le cas. Et le mec est monté dans les tours, vénère, etc., sur un putain de one-shot
L'XP n'allait pas être dépensé. C'est pas là que ça se jouait, quoi. Et vraiment, il m'a engueulé. Ça l'a vraiment touché dans son truc. Comment tu peux dire que je suis sexiste, etc. Et il est revenu en parler le soir. C'était hyper oppressant, etc. Et genre, vraiment, là, j'ai senti qu'il y avait un débordement. Et je sais pas si c'était juste parce qu'il y avait une meuf qui avait osé remettre. Parce qu'il est également possible on a été bien gentil de te considérer comme une meuf. Maintenant, si tu peux éviter de nous faire chier avec des histoires de féminisme quand on s'amuse, ce serait bien, tu vois. Il est également possible qu'il y ait un truc comme ça qui soit sorti derrière. Et j'ai l'histoire aussi d'une pote qui avait 17 ans. Tout le monde était majeur à part elle. Elle allait me jeter pour sa première fois. L'ensemble de sa table qui était masculine est venu pour jouer en calbute. Oh, waouh. Waouh. Genre, c'était en mode, oh là là, c'est bon enfant, etc. C'est pas bon enfant, en fait. C'est un putain de coup de pression. Sauf qu'ils le vivent pas comme ça. Ils le vivent comme une blague, tu vois. Mais c'est problématique. C'est genre vraiment la puissance ils l'ont fait pour personne d'autre. Enfin, alors après, tout le monde était jeune, hein. Je dis majeur, mais enfin, remarque, il y en avait un qui avait 30 ans, hein, donc... Ouais, à 30 ans, ça fait un petit moment qu'on n'est plus un jeune adulte ou un adolescent. Plus à l'âge de... Ouais, c'est non. plus sur les... Non. Mais ouais, c'est chaud. J'aime bien ce que tu as fait, quoi. De refuser de laisser passer, sans entrer dans de la pédagogie qui est épuisante et qui expose aussi en tant que personne. Juste dire, tu dis ça, voilà ce qui se passe, en fait. Et le gars est revenu, il t'a reparlé. À ce moment-là, toi, comment t'as réagi en tant que personne et en tant qu'MJ ? Le truc, c'est que au début, en tant que MJ, j'étais en mode, en fait, c'est ma table, c'est mes règles. Je vois pas pourquoi tu te braques. C'est comme ça qu'on fonctionne, hein. La gestion de l'XP, on l'a toujours gérée à l'appréciation des MJ, donc ma table, mes règles, basta. Donc lui, il est parti de la table en gueulant et en râlant. Et en bougeant sa chaise très très fort, tu vois, genre vraiment display de... Prendre de la place. Voilà, donc moi j'avais un petit rire nerveux en vrai, parce que je suis une petite meuf trans, pas musclée d'1m66, alors maintenant avec le derby un peu plus, mais à l'époque pas du tout. Et lui, il devait faire 1m90, tu vois, c'était un grand barbu, enfin voilà. Et après, il est venu, c'est plus en tant que personne que j'ai désamorcé, tu vois, en mode, on en a parlé plus ou moins, et lui, du coup, forcément, il m'a parlé des problèmes qu'il avait en ce moment. Donc. En fait, j'ai fait la classique meuf, je suis désolé, mais je veux dire, j'ai pris toute sa charge mentale des trucs qui allaient pas, je l'ai consolé, et puis voilà, en fait. Et je suis pas revenu en arrière sur ce que j'avais dit, mais ouais, genre, clairement, la façon dont je l'ai fait lui permettait de juste vraiment accepter le hit, rien dire, et on passait à autre chose, en fait. Et il aurait pu ruminer tranquillement de son côté. Attends, quoi, c'est sexiste, nanani, nanana. Après, personne n'en a jamais reparlé. Hein. Je crois pas que son capital social en ait pâti plus que ça. Enfin. Ouais, alors qu'on peut facilement avoir la petite moulinette qui se met en marche. Enfin, toi, je sais pas, mais à réanalyser, est-ce que c'était calibré, est-ce que j'ai bien réagi ? Et c'est pas facile, en fait, de prendre de la place. Moi, je serais curieuse de savoir comment toi, tu vois les choses. Tu vois, tu te décris comme étant petite, plus de muscles maintenant que tu fais du derby. Mais quand on se lance dans un projet où on fait pas partie du public majoritaire, se sentir légitime et dans sa présence et dans ce qu'on décide de faire, je trouve que c'est vraiment pas évident, quoi. C'est hyper dur, genre sur un de ces événements, du coup, avec ces chants-là, etc. À un moment donné, où je me rappelle plus ce qui s'est passé, mais genre à un moment donné, ils m'ont mise mal et je suis parti aller chialer dans ma chambre. Et il y a un mec qu'on a profité pour m'agresser sexuellement, quoi. Donc, C'était shit, une agression sexuelle, ça peut... Enfin, vraiment, il y a un spectre, oui, c'est un spectre, tout à fait, ouais. De l'agression sexuelle. Il y a vraiment les trucs qui sont tranquilles et les trucs qui sont... qui commencent à transitionner vers le viol, quoi. Et là, on était dans la partie relativement tranquille. Mais quand même, genre en plus, en pleine position de faiblesse, etc. Genre... Ouais, il faut vraiment vulnérable, dans voilà, un moment où t'es pas bien, où tu pars t'isoler. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait J'ai digéré le truc. Et après, j'étais en mode, en fait, je vois... Genre, je suis clairement parti de la zone en état de faiblesse. Les gens... Cette personne, je sais qu'elle est redescendue et dire aux autres que j'étais en train de chialer. Enfin, c'est évident, en fait. J'allais pas la confronter parce que j'étais en mode... Vu le public, je sais que ça ne sera pas pris au sérieux. Donc voilà. Donc non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai foutu des peintures de guerre faciale sur ma gueule, genre littéralement, et je suis descendu. Dans un environnement de jeu de rôle, finalement, j'ai décidé, écoute, tu uses une barbare guerrière qui en a rien à secouer, et tu descends. Là, c'était une situation où tu étais joueuse ?
Alors, je ne sais plus. Je sais plus ce qui avait trigger ça. Si ça se trouve, c'est l'événement dont on a parlé juste avant. Je ne me rappelle plus. Parce que c'est un truc qui arrivait un peu tous les ans. Maintenant, j'y vais plus parce qu'il y a eu ça qui s'est passé. Et je suis en mode, bah, en fait, tu sais quoi, flemme. Flemme de devoir prendre sur moi et de devoir avaler les trucs. Et même si, dans l'absolu, il y a des intrigues de couloir qui se jouent, et il y a des personnes où je sais que leur loyauté m'est plus acquise qu'aux autres, etc. Je sais que la guerre ouverte, entre guillemets, serait difficile à... Ils changeront pas, en fait. Et moi, je n'ai pas l'intention de me laisser marcher dessus, donc autant ne pas y aller. Ouais, déjà, le cerveau, il a tendance aussi à se protéger en floutant un peu le contexte. Ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que tu choisis les événements auxquels tu participes ou pas en fonction un peu du public. Est-ce que tu es maintenant plus restrictive, plus, comment dire, précise dans les critères qui font que tu vas accepter de jouer avec telle ou telle personne? Comment ça se passe un petit peu pour toi? Parce que tu es toujours là, tu es toujours MJ, le JDR fait toujours partie beaucoup de ta vie, donc j'imagine que tu as mis en place des choses pour te protéger et que ça reste quelque chose qui t'apporte, qui va pas te coûter comme ça a pu le faire dans le passé. Un peu, mais je prends pas n'importe qui, encore que. La table que je stream, par exemple, j'ai vraiment fait un appel à genre qui est intéressé, qui stream et qui veut bien faire partie du projet. Fatalement, ma démographie attire des personnes trans et je suis en mode, bon, bah, c'est des personnes trans, voilà. C'est ma DA, Genre, venez. Voilà, c'est ma DA. Je sais qu'il n'y aura pas de souci de ce côté-là, quoi. Et la nouvelle table que j'ai en physique, c'est vraiment genre une pote qui a ramené son frangin et la meuf de son frangin. En vrai, déjà, ça... Si vous voulez pas de problème, mettez que des meufs autour de la table ou des personnes trans et puis voilà. C'est quand même plus simple. Même si, again, mon joueur préféré, ça reste un mec cis et voilà. Mais il est expert dans les univers que je maîtrise et pas dans le sens où je suis experte, mais dans le sens où je masterise dessus. Donc oui, c'est un gros plus. Là, du coup, on a un peu parlé des expériences franchement désagréables. Ouais, sorry. Non, ça fait partie du parcours. En posant la question, ça te donne le droit de répondre exactement ce que tu veux, donc il n'y a aucun souci. A contrario, est-ce que tu as trouvé des alliés, des ressources dans tes tables? Est-ce que voilà, il y a eu des moments vraiment un peu de grâce où tu t'es senti considéré, valorisé, épaulé, respecté? Est-ce que tu as des choses comme ça qui te restent? Complètement. Bah, dans ces mêmes cercles, paradoxalement, mais dans ces mêmes cercles, mes premières séances en tant que me jette perçu comme tel, s'ils l'entendent, mes Marc David se reconnaîtront, mais je sais qu'ils étaient là, quoi. Il y en a quelques-uns qui m'ont épaulé. Après, est-ce qu'ils seraient montés au créneau pour moi? Je sais pas, parce que je leur ai demandé de pas le faire. Remarque si Marc, il aurait collé des patates si je lui avais demandé. Je crois qu'il a proposé. Et ça compte. Et ça compte. Est-ce que tu te sens une responsabilité un peu de représentation quand tu me jettes ou pas du tout? Pas quand je me jette. Pas du tout. Ce serait peut-être différent si je jouais en assaut. Mais c'est pas quelque chose que je fais. Et sur la question du stream, est-ce que y avait une visée militante derrière ou avoir de la visibilité ou c'est vraiment juste pour le plaisir? Qu'est-ce qui a fait que vous jouez à distance, oui, mais streamer, c'était quoi l'idée derrière ça? Alors, l'idée est débile. J'aime les idées débiles, vas-y. Je joue en ligne, du coup, à cette campagne sur un virtual tabletop, donc un logiciel pour jouer en ligne qui s'appelle Foundry VTT. Si vous ne connaissez pas Foundry, allez voir Foundry. On ne paye qu'une seule fois et après c'est à vie. C'est absolument génial. Notamment sur Warhammer, les modules sont extraordinaires. Voilà, c'est dit. C'est dit. Est-ce que du coup, il faut payer en plus de ton bouquin en physique pour avoir le module? Certes. D'un autre côté, quelque part, tu peux acheter le module et comme ça, tu as le bouquin à moins cher, mais sur un logiciel. Moi, j'aime pas ça, mais du coup, j'achète les deux. Quand on aime, quand on aime. Quand on aime. Vraiment, pour donner un petit exemple, la plupart des gens connaissent Roll20, Roll20. Roll20, c'est un bout de bâton avec un silex. Foundry, c'est un fusil d'assaut. Vraiment, ça n'a rien à voir. C'est facile à prendre en main pour les gens qui pourraient être intéressés ou ça demande quand même d'y passer un petit peu de temps? Plutôt, je déteste tout ce qui est code, etc. Il n'y a pas de code. Enfin, tu peux coder des trucs si tu veux, mais ce n'est absolument pas nécessaire. Si t'es un peu perdu, il y a plein de tutos en anglais sur Internet, mais qui t'expliquent très très bien
Et donc voilà, et le truc en fait, c'est que c'était hyper satisfaisant visuellement. Genre, c'était vraiment hyper immersif, vraiment hyper chouette. Et j'étais en mode, il y a que 4 personnes qui voient ça, quoi. Et une fois que ces 4 personnes ont joué sur la map en question, la map sur laquelle j'ai passé 12 heures de taf n'est plus nécessaire. Voilà, le stream. L'idée de base, c'était vraiment, attends, c'est super chouette ce qu'on arrive à produire ensemble, comme visuellement, comme aventure et tout. Il faut qu'il y ait plus de gens qui puissent y avoir accès parce que c'est trop cool, quoi. C'est ça. Parce que moi, ce qui m'ennuie souvent sur les actual plays, c'est que tu vois juste les gens. Et je m'en fous des gens, en fait. Et en plus de ça, j'oublie qui ils sont. Moi, il me faut un rappel permanent, visuel de leur personnage. Donc c'est pour ça que le Foundry, la table, t'as tout le temps une vue sur une map qui sert à quelque chose. Alors souvent, on va pas se mentir, souvent c'est juste la map de la ville vue de haut. Et il y a le portrait de leur personnage. Et quand ils parlent, le portrait il illumine. Comme ça, on voit qui est qui. Et j'aime bien. Foundry, c'est vraiment ce qui te permet de gérer ta campagne. Du coup, vous streamez sur Twitch en même temps. Vous arrivez à avoir un petit peu des interactions dans le chat Non, je proscris les interactions dans le chat à mes joueurs. Ils interagissent quand même avec le chat des fois. Parce que comme toute personne à ma table, on joue en ligne, donc ils ont tendance à s'envoyer des mèmes entre eux en rapport avec la table, mais quand même. Donc du coup, maintenant, ils ont des gens qui regardent, donc ils interagissent avec. Je n'y peux rien. Et j'ai une autre campagne qui arrive d'ailleurs. Ok. En stream, qui va être encore plus fabuleuse visuellement parce que c'est pas moi qui fais les choses. Les gens qui développent Foundry font leur propre campagne qui est grosso modo au moins 5 fois plus grande que n'importe quelle campagne déjà écrite dans le monde réel, qui s'appelle Ember et qui est absolument fabuleuse et qui est conçue pour Foundry, vu que c'est les développeurs de Foundry qui font ça. C'est absolument extraordinaire. Et visuellement, ça va être génialissime. Et ça, je l'ai annoncé à personne. Eh ben, trop bien. Exclusivité. Voilà, exclusivité. Ou alors, ça sera peut-être déjà sorti, on ne sait pas. Possible. Ça, je lance ça fin mars. Ma meuf est joueuse et elle a fait, mais en fait, ça a l'air zinzin visuellement. Pourquoi on le streamerait pas? Mais voilà, pas d'interaction avec le chat parce que j'ai pas envie de dénaturer l'expérience de mes joueurs. Je veux que principalement, ce soit des joueurs à une table de jeu de rôle. Si après ça les amuse de jouer avec le chat, bon bah ils ont le droit de s'amuser avec le chat. Qui suis-je pour leur interdire? Tout comme j'interdis pas à mes joueurs de faire des quotes débiles de moi pendant les parties, tu vois. Enfin, c'est partie des petits plaisirs. Bon. Exactement. Bon. T'as des modos pour t'aider à réguler juste les échanges des personnes dans le chat entre elles, ou jusqu'à présent ça va, c'est tranquille, ça se passe bien? Sur mes lives normaux, normalement, je m'assurais tout le temps d'avoir des modos, et il y en avait besoin. En ce moment, il n'y a personne, et si jamais il y a un problème, bah dans ce cas-là, je fais ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire, si j'ai un nom que j'ai l'habitude de voir dans le chat, je le promo modo, et je fais « Te voici désormais sergente de la ville, fais-moi le ménage !» Vraiment, les gens n'ont rien demandé, ne savent pas comment on fait, juste fait. La promotion dont tu ne veux pas, mais qui arrive quand même. Exactement. Je le mettrai évidemment en description, mais comme ça fait plusieurs fois qu'on cite le fait que tu streames, elle s'appelle comment ta chaîne sur Twitch? Histoire que quand même, on l'entend dans le podcast. Ma chaîne Twitch s'appelle Yuffie Megette. Megette comme Megette, M-E-U-G-E-T-E. Je crois qu'il y a un underscore entre le Yuffie et le Megette. Et je vérifierai bien ça pour que vous ayez toutes les infos pour y accéder facilement. Et il y a les replays à chaque fois sur YouTube, sur la chaîne secondaire, qui s'appelle Yuffie Megette également. Les campagnes que tu proposes, habituellement, c'est des campagnes que tu écris toi ou qui sont clés en main et que tu vas adapter avec ta patte à toi? Ça dépend de mes phases. Au début, j'écrivais tout moi. Et par j'écrivais, je veux dire, je foutais 3 lignes sur un truc d'une session à l'autre, voire rien du tout. La campagne impériale, elle est scriptée. Ember est encore plus scriptée. Ember est tellement scriptée que je sais pas vraiment comment je vais faire techniquement parce que les dialogues sont souvent écrits, ils sont tous en anglais. Après, ça veut dire que même si ça fait 20 ans que tu me jettes, il y a encore des défis, des choses à inventer, des trucs qui te challenge un peu, quoi. Surtout que j'ai pas la patience d'attendre les suppléments en français. Et j'ai commencé à accumuler des bouquins de Warhammer Fantasy et des bouquins Dark Heresy. Après ça, donc Warhammer Fantasy, Warhammer Science-Fiction, au-delà du fait que je me suis fait cambrioler mes bouquins de jeux de rôle at some point et que j'ai mis 20 ans à m'en remettre. Oh, waouh! Pas 20 ans, mais 15 ans à m'en remettre. Ouais. Je me suis rendu compte de ça il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, j'ai regardé ma collection et j'ai fait « Tu as désormais autant de bouquins de jeux de rôle que tu avais il y a 15 ans. » Et surtout, des fois, les gammes arrêtent de traduire au milieu parce qu'elles s'engueulent avec l'éditeur français nanani. Et je peux pas avoir genre 3/4 de la collection en français et puis le reste en anglais. Enfin, ça n'a aucun sens. Et en plus de ça, ça sort 2 ans après. Donc au bout d'un moment, je lis l'anglais, j'achète tout en anglais, terminé.
Et pour les bouquins de campagne que j'ai, pour le coup, je les ai en anglais et en français. Dans l'absolu, pour le moment, je fais très de l'écrit déjà, mais je sais que je vais repasser bientôt sur beaucoup d'écrits par mois. Parce que j'ai une campagne et que j'ai pas de bouquin pour cette campagne-là, et que au bout d'un moment, sortir des scénarios qui n'ont pas de lien entre eux, ça va bien 5 minutes, quoi. Mais c'est bien pour introduction, mais il faut que j'écrive et ça me fait un peu peur. Parce que j'ai pas designé de campagne comme ça depuis très longtemps. Et la dernière que j'ai faite a fini par mourir parce que j'improvisais trop et que du coup elle n'allait nulle part. Mais elle aura duré 6 ans quand même en fait. Donc en vrai, c'est plutôt un bon score pour une campagne 6 ans. C'est juste que j'aurais dû planifier une fin. Je voulais pas l'arrêter en fait. Les gens avaient du plaisir, moi aussi, on continuait quoi. Donc bon, c'est... Tartiner la confiture sur une tartine trop grande, quoi, à la fin. Exactement. De quoi tu t'inspires justement, ou sur quoi tu vas pouvoir t'appuyer quand tu dois presque imaginer quelque chose de A à Z? Tu parlais d'écrire une campagne. Qu'est-ce que c'est qui va t'inspirer, nourrir un petit peu ta créativité? Comment t'écris? Est-ce que tu te mets de la musique? T'as une ambiance particulière? Un lieu où t'aimes être? Généralement, je suis au bureau parce que c'est là qu'il y a le clavier. Encore que pour le moment, j'écris ça dans mon espèce de grimoire carnet de notes. Quand j'ai des idées, je les mets dedans. Pour le moment, je sais que j'ai plus ou moins 3 entités définitives, 3 BBEG, Big Bad Evil Guy. Ouh. Maintenant, j'aimerais que ça soit cohérent. Et j'aimerais que ça fonctionne. Et j'aimerais que ça s'inscrive avec les dates du conclave inquisitorial qui est écrit dans le bouquin. Un des trucs qui me bloque là, c'est que comme j'écris en parallèle de quelque chose et que je veux une fin, ça sous-entend qu'il faut que je simule la durée de vie de la campagne. Et je ne sais pas à quoi m'attendre. Il y en a 2 qui sont étudiants en fait. Si ça se trouve, ils partent. Alors après, s'ils partent, il y a Foundry, c'est possible. C'est quand même ma seule table en physique, j'aimerais bien la garder, mais bon. Mais c'est une table qui est jeune en fait. C'est une table qui est jeune avec des personnes que je connaissais pas il y a 1 an, si tu veux. Donc il n'y a pas l'espèce de confiance que j'avais envers les joueurs avec qui j'ai fait la campagne qui a duré 6 ans en fait. Je sais que c'est des personnes qui se plaisent, je sais que c'est des personnes qui sont enthousiastes par ce que je fais, etc. Mais voilà, j'ai plus l'espèce de... C'est pas que j'étais confiante en moi, mais c'est que je me rendais pas compte que les choses s'inscrivaient dans le temps et que les gens pouvaient avoir autre chose à foutre qu'une campagne. Et maintenant que j'ai vieilli, je suis très très consciente de ça. Et moi, il n'y a pas de souci, la campagne, je peux la durer 15 ans. Mais est-ce que... Et puis en plus, je sais que ce système de jeu fonctionnera pas sur 15 ans, quoi. Contrairement, pour le coup, à D&D, qui te permet de scale jusqu'au niveau 20 et par conséquent de durer très longtemps si tu écris toi-même, même si au bout d'un moment, tu te retrouves un petit peu emmerdé par les monstres que tu fous en face. Mais t'as la mesure en termes de jeu, alors que Warhammer n'est pas fait pour que tu deviennes un demi-dieu qui sache tout faire. C'est pas le cas. Au bout d'un moment, ton personnage va déjà commencer à avoir du mal à choper des points d'XP parce que juste tout coûtera tellement cher parce qu'il aura tout pris 1000 fois, donc voilà. À moins qu'à chaque fois il apprenne un nouveau skill, genre... Alors qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre 5 points dans poésie. Je l'ai pas encore pris, ça coûte pas cher. Macramé. Et puis c'est tout. J'ai rien d'autre. Tant pis. J'ai toute cette conscience méta et en termes de gameplay pur qui actuellement me bloque un peu. Et je pense que le déblocage va se jouer en mode, au final, rien à branler. Et je vais décider de faire comme si le temps n'existait pas. Et de toute façon, si ça se trouve, on est tous morts dans 6 mois. Donc C'est pas ce que je nous souhaite, mais si ça se trouve... c'est pas ce que je nous souhaite. Peut-être mettre de côté, me concentrer peut-être sur un Big Bad Evil Guy, décider de commencer à disséminer des trucs et commencer à écrire ce qui se passe jusqu'à la première étape du conclave, peut-être, ce sera déjà pas mal. Et à partir de là, aviser, parce qu'en vrai, maintenant que j'en le dis, le conclave, il peut se passer de plein de façons différentes. Donc voilà, il peut y avoir plein de trucs qui se passent. Ça te fait quoi, Yuffie? Ça te fait quoi, en fait, vraiment concrètement, de me jeter? Tu ressens quoi quand la session commence et que ça y est, il se passe quoi pour toi, dans ta tête, dans ton corps? Quand c'est les premières, avant, j'angoisse. J'angoisse toujours avant les premières. Souvent avant les deuxièmes et les troisièmes aussi. Il me faut environ 3 pour arriver et être en mode bon, tout va bien. Je sais ce que je fais, je sais où je vais, let's go. Et puis même si je sais pas, je sais que mes capacités d'improvisation, je me suis reposé quasi exclusivement là-dessus pendant 15 ans, donc je sais faire. Toujours avant de me jeter, en plus, un nouveau système, là, généralement, c'est la panique totale, parce que je me jette pas que du Warhammer, je me jette aussi des jeux qui sont un peu plus niche, un peu plus indés, comme Hitherreich, Thirsty for Lesbians, Morkborg, enfin, voilà. Il y a indé, mais bien connu, parce que je trouve qu'il
voilà, il y a probablement des gens qui nous écoutent qui font ça, je connais, pas très original. Night Witches, voilà, je l'ai pas encore joué, celui-là, il est obscur. Monty Python Sacré Graal, en vrai, vachement bien, le jeu de rôle Monty Python Sacré Graal. Sérieux? Vraiment, vraiment bien. Ça a l'air de partir dans tous les sens, ça part dans tous les sens, mais c'est ça qui est bien. Et puis aussi, des fois, il y a des mécaniques, tu les comprends théoriquement, mais tu sais pas vraiment comment elles vont fonctionner. Bah, ouais, j'ai toujours de l'appréhension avant un changement de système, et souvent, je repousse la séance parce que je me sens pas prête. Je suis en mode, j'aimerais trop me jeter ça. Ça fait 1 an que j'ai envie de me jeter un truc et j'y touche pas parce qu'il me fait peur. Parce que je l'ai pas joué, en fait, et ça me fait peur que les gens passent un mauvais moment parce que j'ai pas su faire le jeu. Avant, c'est toujours compliqué d'une manière générale. Et puis je commence, et puis j'interprète un PNJ, puis c'est marre en fait. Genre à partir du moment où j'ai fait parler un PNJ, je suis dedans. C'est difficile de te dire comment je ressens le truc parce que la zinzinerie fait que je me mets en hyper focus instantanément. Je suis dans mon couloir en fait, et je suis en train de gérer les 14 machins en même temps, les règles, la suite de attends, lui il est en train de dire ça, c'est-à-dire qu'il est en train de penser ça veut dire qu'il veut aller pas du tout où je veux qu'il aille. Donc il faut que j'essaye de trouver un truc pas trop visible pour essayer de les steer dans une autre direction. Bien que des fois, je fasse bon, alors en vrai, on va se poser 5 minutes. Ça m'arrange pas si vous allez faire ça. Je vous le dis, ça ne m'arrange pas. Je suis transparente avec vous. Vous le faites si vous voulez, mais moi, ça m'arrange pas. Et voilà. Et après, c'est toujours les fusions. Après, je suis tout le temps méga pleine d'énergie. Et j'ai envie de leur raconter les trucs qu'ils ont loupés, j'ai envie de leur raconter comment la saucisse elle est faite en fait. J'ai envie de faire, alors là quand vous avez dit ça, ben ça c'était pas prévu, mais du coup j'ai greffé ça, j'ai volé ce truc là que vous aviez pas passé à côté, genre je l'ai foutu ici, hop ça marchait bien, j'ai tout, j'ai envie de leur expliquer pourquoi c'est chouette en fait ce qui vient de se passer. Et tu le fais ou pas? Ou tu le gardes pour toi? Ça m'arrive. Quand je le fais pas à eux, je le fais à d'autres personnes qui n'ont rien demandé. Genre, généralement, ma meuf, qui se retrouve avec des explications complètement décousues parce que, en plus, moi, je suis vraiment dans le jus. Donc, tout ce qui est éléments de contexte, conséquences, point A, point B, ça n'existe plus. Le truc est en désordre, il manque la moitié des pièces, mais c'est pas grave. Le problème, c'est que souvent, c'est lié à d'autres trucs. Donc, je peux pas trop... Mais d'un point de vue méta, ça m'arrive aussi de leur dire où est-ce qu'ils en sont. Genre là, on est quasiment à la fin d'un bouquin de campagne. Donc, ils savent qu'il y a un climax qui arrive. Pour la prochaine séance, ils sont prévenus que j'ai prévu de caler le final dedans. Mais ça m'aide aussi parce que ça me permet de leur... Je sais qu'ils étaient un petit peu en train de marcher sur des œufs, faire gaffe à pas se faire griller, etc. Et j'ai besoin que là, ils engagent plus frontalement avec l'intrigue. Je suis pas certaine qu'ils vont le faire spontanément. Je suis pas certaine d'être capable de leur faire ressentir l'urgence de la façon la plus efficace possible à ce moment-là. Et surtout, j'ai envie que ça tienne en un seul morceau, ce truc-là, pour vraiment que ce soit narrativement satisfaisant. Et je sais que si je leur donne pas le côté ça c'est le final, ils risquent de passer 1h30 au petit-déj à parler de peut-être les plans, les aboutissants, leurs théories. Non, on a déjà fait ça plein de fois. Là, on trigger. Là, on trigger le final, c'est partout. Ça m'arrive de faire des commentaires méta comme ça. D'une manière générale, si je sens que la méta va m'aider, je le fais. Je sais que c'est pas un point de vue populaire. Je fais pas mal de MJ, notamment vieille école. Mais on est là pour s'amuser ensemble et faire une histoire ensemble. Et c'est vrai que ils avancent dans le noir. Des fois, ça sert de dire, vous avancez dans le noir, il va se passer un truc, soyez prêts. Si je te tends un chaudron et que je te dis, il faut que tu me donnes les 3 ingrédients principaux, tu peux en mettre d'autres, tu peux en mettre moins, mais disons 3 ingrédients principaux pour une session réussie, qu'est-ce que tu mets dedans? Faut que ce soit des ingrédients matériels ou ça peut être des ingrédients... Ça peut être ce que tu veux, philosophique, terre à terre. Très bien. Ok, j'en garde un bonus. Moi, je mets pas de musique. Je sais que c'est une populaire comme opinion. Mais j'ai pas la bande passante de mettre de la musique, de gérer de la musique. C'est trop pour moi. Donc généralement j'en mets pas, ou alors je mets une playlist qui correspond à Warhammer Fantasy playlist. Hop là. Donc ce n'est pas un ingrédient que je mets. Quel ingrédient je mets? De l'hyperfocus déjà, énormément. Ingrédient principal finalement. Du fun, parce que si c'est pas fun, on se marre pas. Enfin, le but du jeu n'est pas de jeter des dés. Pas que en tout cas. On n'est pas en train de jouer aux échecs, on est en train de faire du jeu de rôle, quoi. Et des voix marrantes. Alors, ça amène à un truc détrimental parce que une de mes joueuses, avec qui j'ai joué pour le moment, genre 3-4 séances, a fait, mais c'est bizarre, tous tes PNJ ont l'air bourrés. J'ai fait, merde, comment ça, tous mes PNJ ont l'air bourrés? Alors ça, j'avoue que je l'ai pas encore digéré, tu vois, ça m'a fait remettre en cause, tu en mode, oh mon dieu, tout mon monde s'effondre. Mais c'est parce qu'ils sont tous en train de râler tout le temps, en fait, c'est probablement pour ça. Donc voilà, hyper focus, fun, voire rigolote. Et en 4e,
si vous me jetez en physique, mais que vous n'avez pas la place sur une table de tout foot, parce que souvent les MJ s'étalent et prennent la moitié de la table, et les autres sont tous dans un coin de la table avec leurs feuilles, les dés qui tu sais pas à qui est à qui, enfin bref. Considérez l'achat d'un petit secrétaire sur le bon coin. Et ainsi vous aurez votre petite table à vous, avec votre stockage de bouquins en bas, le petit machin qui se tire pour le machin, le truc, voilà. Et honnêtement, meilleur achat de MJ de ma vie. Parce qu'en plus, ça pose la stature de la MJ. T'as ton écran, t'as ton petit secrétaire, tu es sur une table à part, mais tu es quand même juste à côté. Et tout le monde a la place, et tu peux même foutre 2 pizzas sur la table. Je recommande. Trop cool comme conseil. Est-ce que tu peux me dire pourquoi, selon toi, le JDR, c'est une, si ce n'est la meilleure activité du monde? Alors, qu'on soit bien clair, c'est la meilleure activité du monde. Voilà. Pourquoi, en revanche, c'est une question intéressante. D'autant plus que je fais partie de la team défavorisée des personnes qui font quasiment tout le temps MJ. Donc, en vrai, le jeu de rôle, pour nous, généralement, c'est 75% de boulot, 25% de fun, si ce n'est encore plus de boulot. Alors que mes joueurs arrivent, connaissent pas les règles, connaissent pas le lore, oublient leurs feuilles une fois sur deux. Enfin, au bout d'un moment... Moi, je suis le genre de joueuse très très en hyper focus aussi, où du coup, moi j'ai vraiment un carnet de cuir où j'écris avec mon stylo plume dedans. Je suis le genre de joueuse très enthousiaste, tu vois, c'est un peu mon Yes. souci. J'ai peur de faire peur, mais Non, c'est bien, j'adore ça. Ceci étant dit, pourquoi c'est la meilleure? Déjà parce que tu fais ça avec des gens, mais t'as pas besoin de réfléchir, de machin, etc. Genre les gens, ils vont faire le truc. Et du coup, tu passes du temps avec des gens qui vont faire avec toi l'histoire. Et les histoires, c'est la meilleure chose de la vie. Et du coup, les histoires que tu fais ensemble, c'est encore plus mieux que tout, quoi. Et t'as de l'interactivité, du coup, tu t'ennuies pas, tu décroches pas, en fait. Sauf des fois quand la table est plus concentrée sur d'autres personnes. C'est pour ça que 4, c'est vraiment bien comme nombre. Ouais, 5, ça commence à... 6, c'est trop. Je sais que normalement, on dit entre 4 et 6. Moi, je suis vraiment plus en mode 4, voire 3. quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait se lancer mais qui ose pas? Que ce soit en tant que joueur, joueuse, en tant que MJ. Ne jouez pas à D&D. Ah là là là, c'est faux, n'écoutez pas. Non, t'es mon invité, t'as le droit de dire. C'est quoi qui te plaît pas dans D&D du coup? Allez, d'abord, Lâche le morceau. D&D, qu'est-ce que j'aime pas? Déjà, tout le monde fait de la magie, ça me saoule. Mais c'est tellement cool la magie. En fait, mais si tout le monde est magique, personne n'est spécial parce qu'il fait de la magie. Je trouve qu'il y a moins de place pour la badasserie parce que tout est trop badass. D'un autre côté, j'avoue que le fait d'avoir un Nat 20 et de faire des trucs zinzin avec, c'est un peu stylé. Moi, en tant que MJ, je déteste. En tant que joueuse, je comprends le sentiment. Pareil, je comprends le sentiment de t'as pas de level, plein de trucs d'un coup. C'est la récompense. C'est pas comme ça que j'aime le jouer, Ouais. mais je comprends. À une époque, et alors j'ai aussi des griefs de D&D qui datent des anciennes éditions, mais le côté tel monstre correspond à tel XP, je déteste. Genre vraiment pour moi, les XP ne devraient pas être liés à la capacité de meurtre, en fait. Ça récompense trop la violence, je trouve. Alors attention, il y a du combat dans mes tables, il y a des gens qui font du cannibalisme de machin, des classes populaires, etc. Enfin voilà, je fais des trucs gore, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je veux pas que les joueurs voient en fait les ennemis comme un empilement de stats que quand tu le tues, t'as une autre stat dedans. Les ennemis ne sont pas des Kinder Surprise, non. Déjà, ils ont pas le même goût, pour commencer. Exactement. Mais pareil, après, les monstres qui ont des objets magiques, c'est quoi le délire? Genre, qu'est-ce que c'est que ce truc? Genre, t'as tué la grosse baleine machin, tu trouves une épée magique et des machins, Qu'est-ce que ces objets foutent là, en fait? Peut-être c'était la baleine de Jonas, elle avait avalé des guerriers, Peut-être, mais ça fonctionne sur un ennemi, peut-être C'est 2, vrai. mettons 3, pas tous C'est les vrai. ennemis. Genre les ennemis qui chient du loot, c'est mort, ça m'énerve. Après, tu peux jouer un perso qui fait pas d'action létale. Ça t'oblige aussi à choisir de quelle manière tu vas intervenir. Enfin, au moins, tu peux gérer ça sur ton perso. Je trouve que le ou la MJ, elle peut aussi vachement teinter ça, en fait, au final, à sa table. Après, on n'est pas obligé d'aimer l'avalanche de magie. Moi, j'aime beaucoup, mais c'est une histoire de goût. Et sur les magies, continuons sur la magie, parce qu'en vrai, c'est vraiment mon truc de grief en tant que joueuse. Pas en tant que MJ, mais en tant que joueuse. Les slots. Préparer ses sorts. Putain, ça me saoule. Genre, tu peux préparer des trucs pour une journée et t'arrives, t'es en mode... À la fin de la journée, t'es en mode, j'ai rien lancé. Parce que y avait rien qui était approprié. Le seul truc qui était approprié, j'ai pu l'utiliser qu'une fois. Et ça n'a pas marché.
Et je suis en mode, c'est quoi ces mages à la con? Jette tout ce que tu veux. Au bout d'un moment, il y a des démons qui pop. Mais les conséquences, voilà. C'est-à-dire que dans Warhammer, t'as pas ce truc-là, c'est géré comment du coup Non. la magie? Autant que tu veux. Ah waouh! Tu réussis ou tu loupes. Dans les deux cas, il peut se passer des trucs pas ouf, mais tu fais ce que tu veux. Les actions, les conséquences. Action illimitée, conséquences illimitées. Bon, j'avoue, ça c'est pas mal. Ça, j'avoue, c'est pas mal. Alors, c'est vrai que le coup des slots, c'est frustrant parfois, ouais. Et puis la préparation, je la trouve mécaniquement bizarre. Elle s'intègre dans l'ordre de façon assez étrange, je trouve aussi. Je rentre pas dedans, en fait, tu vois. Puis même le guerrier basique a une histoire de gestion des actions de combat chelou. Je suis obligé de jouer un barbare. Et même le barbare, il y a la rage. Bon, alors après, en revanche, les barbares avec la magie wild, ça, super. Pas de slot, t'as ton nombre de rage, il y a des trucs qui pètent dans tous les sens, tu sais pas ce que c'est. Là, best fun. Extraordinaire. Aussi, globalement, je trouve que le système est très développé. J'avais vu quelqu'un qui disait ça à propos de D&D que je trouvais très juste. Donjons et Dragons est un jeu qui repose sur 3 piliers: l'exploration, les interactions sociales et le combat. Le bouquin ne te donne des règles que pour un de ces 3 piliers. Et en fait, ça résume finalement mon grief sur le truc. Parce que effectivement, tout ce qui va être savoir, machin, etc., tout fonctionne sur des trucs tellement gros que je trouve que ça fonctionne pas, en fait. Genre, tu sais tout ou tu ne sais rien. Tu es charismatique dans toute situation ou dans aucune. Il y a vraiment ce côté... je cherche à savoir un truc, je fais un test d'intelligence. Est-ce que c'est de la cosmogonie de Dieu oublié? Où est le quartier de ma cousine où j'allais tous les jours pendant 10 ans? Même G. Il y a juste la difficulté qui change, mais même G, alors qu'il y en a un, en vrai, de la cosmogonie des dieux oubliés, t'as jamais rencontré ce truc-là. Tu te connais même pas le mot cosmogonie. C'est pas grave. Tu as fait un 20, bah tu sais, en fait. Alors que pouvoir changer la balance des événements parce que t'as réussi vachement bien un jet de l'or héraldique et que du coup t'es en mode, mais attends, ce gars-là, du coup c'est le petit-fils de machin et c'est le truc de bidule, mais t'as développé ton lore héraldique. Et si t'as développé ton lore héraldique, ça sous-entend que ta carrière est un peu sociale, un peu noble, donc t'as probablement étiquette noble, etc. T'as probablement dépensé tes XP spécifiquement dans cette voie-là, bossé ton personnage d'un point de vue RP dans cette voie-là. Du coup, en fait, quand ça tombe, c'est pas du tout artificiel. Ça fait sens que ton PJ, même si c'est un éclair de génie, ait cet éclair de génie parce que c'est lui, en fait. C'est pas n'importe qui, c'est pas le barbare qui a fait un 20 pour lire un bouquin alors qu'il savait pas lire juste avant. J'avais vu un mème sur Internet avec un Nat 20 qui disait sur la scène de OSS 117 où il commence à jouer Bambino Bambina. J'ai parfaitement l'image. Il ne parle pas arabe, il n'a jamais tenu cet instrument de musique-là. Je n'accepte pas. Est-ce que dans un film, c'est un moment de comédie, vraiment un des meilleurs moments de cinéma, tout, on peut reprocher énormément de choses au 117. Oui, énormément. Mais ce moment-là est génial. Il n'a aucun sens. C'est vraiment le Nat 20 qui tombe, mais alors vraiment sur le pire perso. Genre, il a rien foutu en intel, il a rien foutu en charisme. Mais est-ce que c'est pas trop bien aussi que ça se produise de temps en temps? Je suis d'accord. C'est très drôle, mais dans un univers qui fonctionne et qui s'étend, etc., et qui doit pour moi tenir sur ses pattes d'éléphant sur une tortue en équilibre, dans ce monde-là, je veux que ça ait un minimum de sens. Je veux pas que les informations aient l'air de tomber du divin. C'est pas le dé qui a parlé. Le dé, il a récompensé des choix que t'as fait dans le passé. C'est ça que j'aime dedans. Je vais lancer des fleurs à mon MJ, mais vraiment, moi j'ai l'impression, alors que lui aussi, tu vois, il trouve que c'est parfois trop limitant Donjon Dragon, que c'est pas forcément au service de l'histoire, mais il arrive en fait à utiliser une action et le jet de dés qui va avec de manière très très fine, ce qui fait qu'en fait tu te poses même pas la question de savoir si c'est logique ou pas, parce que vraiment ça s'inscrit en fait dans ce qui est en train de se passer. Et après, c'est vrai que lui aussi, il apporte pas mal de règles maison qui viennent contrebalancer ces aspects un petit peu rigides et qui manquent de sens au final. Ce qui compte, c'est de jouer, quoi. Oui, mais tu vois, à partir du moment où tu parles du homebrew, à partir du moment où tu homebrew le système, tu es déjà en train de le désosser pour en faire autre chose. En fait. Ok. Genre, moi, j'analyse le système en sortie d'usine, tu vois, C'est vrai. Quand il est à 100% de son prix, il est neuf, il est emballé et tout ça. Après, je suis d'accord qu'il y a des gens qui prennent le truc vraiment au pied de la lettre et qui sont en mode, alors si cet ennemi, il n'a pas été staté comme ça dans le bouquin, du coup, ça fait pas beaucoup de sens et du coup, c'est nul parce que du coup, il est mal staté. Et je suis en mode, est-ce que tu t'amuses encore là? c'est des gens qui sont très pauvres dans la sous-ruche du truc industriel. Bien évidemment que son flingue, c'est de la merde.
Tu veux des trucs qui fonctionnent et qui sont super chers, tu tires sur des gens riches. Les gens riches, ça a des conséquences. C'est dommage. C'est toute la logique de granularité que j'aime bien d'avoir. Et c'est pour ça que je te disais, genre, D&D, les gens que tu utilises sont conçus comme des héros par rapport à l'univers. C'est des élus, techniquement, vu la façon dont ils pexent, etc., vu la façon dont ça peut être hyper rapide, enfin, voilà. Mais c'est le truc que j'aime pas. Genre, tu peux créer un PNJ de Warhammer en utilisant les règles de PJ. Généralement, ça va en faire un PNJ un humain un peu plus balèze, parce que quand même, on te file des trucs un peu en plus. Mais techniquement, tu peux le construire pareil. Les briques sont pareilles. J'ai l'impression, en tout cas, que ça enlève le côté les PNJ font un peu partie du décor. Moi, je peux comprendre que ce soit pas des choses que tu cherches en jouant. Et c'est typiquement le genre de choses qui, moi, me permet de m'évader. C'est un vrai exutoire. C'est une vraie coupure nette avec la réalité. Et c'est ça que je trouve génial dans le JDR, en fait. C'est que tu peux jouer pour des raisons complètement différentes, avec des attentes qui sont pas du tout les mêmes. Et au final, quand les gens en parlent, ils vont te dire, jouer avec des gens, ça me permet de déconstruire ce que je vis dans ma vie et de réagir autrement. Ça me permet de m'évader. Ça permet de passer de bons moments, de raconter des histoires. Pourquoi toi tu penses que c'est la meilleure activité du monde? On en était sur cette question avant ta sortie sur D&D. Non, mais faire des histoires ensemble, c'est vraiment la meilleure chose. Et en plus, au-delà de ça, en vrai, nouvelle passerelle sur D&D. Mais parce que je t'avais pas parlé de ma théorie. J'y retourne. J'ai l'impression d'être une complotiste. Le souci que je trouve principalement aux personnes qui ont tendance à défendre aveuglément D&D, c'est qu'elles ont essayé que ça. Aïe, aïe, aïe. Alors attention, je défends aveuglément Warhammer principalement parce que j'ai joué quasiment qu'à ça. Les jeux indépendants auxquels je joue à côté, je les considère uniquement pas dans des cadres de campagne. Je les considère comme des trucs que je fais la découverte à perso, côté. Ouais. Mais ma théorie, c'est que du coup, il y a plein de gens pour qui D&D est synonyme de jeu de rôle. Et du coup, ils vont avoir plus tendance à faire un homebrew sur du D&D plutôt que de chercher un système qui leur corresponde. Et c'est en ça que j'aime pas l'objet D&D dans sa place dans la culture du jeu de rôle, en fait. C'est qu'il prend tellement de place qu'il étouffe plein de trucs et qu'il y a plein de gens qui sont en mode « Oh, je vais faire un jeu hyper cosy avec des vibes Ghibli, etc. » Quel système ils vont utiliser? D&D. Et t'es en mode « Pourquoi D&D, en fait ? Pourquoi pas un PBTA, Powered by the Apocalypse? Ça s'y prêterait vachement plus. Un système avec des règles légères s'y prêterait vachement plus. Pourquoi réintégrer les classes de guerriers, de barbares, nanani, à cet univers-là pour les transformer, pour essayer d'en faire autre chose? Parce que le seul référentiel est D&D, alors qu'il y en a d'autres des référentiels, il y a d'autres systèmes qui se prêtent plus à d'autres façons de jouer. Pour les joueurs, ça peut être très différent aussi, en vrai, parce que indépendamment des MJ, t'en as qui vont être plus axés narration, qui vont être plus axés combat, nanani. Ça va dépendre des MJ. Mais c'est vrai que, par exemple, des fois, j'entends parler de gens qui jouent à D&D sans combat, et t'es en mode... Mais pourquoi tu joues à ça, en fait? Le truc n'est fait que pour ça, en fait. En termes de mécanique... Pourquoi tu tricotes avec un couteau, quoi? Non, mais c'est exactement ça. C'est vraiment, vraiment ça. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Warhammer, pour le coup, parce que, genre, il me correspond. C'est un système avec ses pourcentages, avec ses machins, etc. Je suis immédiatement capable de déterminer combien de pourcents de chance les choses vont fonctionner. Ça me donne une estimation de qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui est pas difficile. C'est difficile, je mets moins 20. C'est très difficile, je mets moins 40. J'ai pas envie que tu réussisses, je mets moins 60. Ou je te permets pas de faire le jet parce que j'ai pas envie. C'est ce que j'allais dire. Ouais, d'accord. S'il faut que ça réussisse absolument, on fait pas jeter de dés. S'il faut que ça échoue absolument. Si on veut que ça échoue absolument, il faut pas. Tu ne jettes pas les dés si tu veux un résultat spécifique. Exactement. Ou alors tu sais que tu vas tricher derrière ton écran, c'est également possible. Mais aïe, aïe, aïe. Mais voilà, c'est pour ça que ça m'ennuie, qui est ce côté jeu de rôle égale D&D. Dans l'absolu, moi, j'ai vraiment pas de problème avec les gens qui jouent à D&D, les gens qui aiment D&D. C'est juste que je sais que dans ces gens-là, il y en a plein qui aiment D&D parce que c'est du jeu de rôle et pas parce que c'est D&D et qui pourraient s'épanouir vachement plus dans un autre système qui leur correspondrait potentiellement plus. C'est ça qui est vachement bien aussi de voir d'autres bouquins, etc. Pas de commencer une collection complètement différente, mais genre d'avoir d'autres bouquins, c'est que tu vas pouvoir voir d'autres systèmes, d'autres mécaniques, et même si c'est pas le jeu de rôle qui te correspond, c'est des trucs que tu vas importer dans ta pratique. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui aimerait se lancer pour jouer ou pour me jeter et qui ose pas? Alors mon conseil est très... Est-ce qu'il est très différent pour les deux? Je ne sais pas. Pour jouer, il faut se lancer. Déjà, il y a plein de gens qui sont en mode « Oh, je vais être nul, etc. » On s'en fout, ça n'existe pas. C'est pas de la performance, quoi. Et au pire, vous allez à peine interagir, et c'est pas grave.
Genre à partir du moment où vous passez un bon moment, et c'est ok en plus de commencer en interagissant vraiment très peu et en petit à petit prenant des risques, c'est ok en fait. Vous n'êtes pas obligé de saisir le jeu de rôle à feu vif dans le wok. Vous pouvez le faire en cuisson lente, c'est ok. Et vous n'allez pas gêner le jeu en participant peu ou pas. Les autres prendront le relais, il n'y a pas de prérequis. Est-ce que si vous prenez des notes, que vous connaissez les règles et le lore par cœur et que vous interprétez vachement super bien, est-ce que la MJ va se reposer sur vous et va vous kiffer? Bien évidemment. Et même si vous lancez et que vous faites absolument nimp, c'est pas grave. Les MJ vont vous rattraper aux branches et vont vous diriger dans d'autres machins. Et si vous êtes vraiment incontrôlable, bah on fera un petit moment méta et on en parlera et on réembrayera dans une autre direction. C'est ok. Et rappelez-vous, du coup, c'est pas perso, c'est Ah ouais. on parle des comportements, on ne juge pas des personnes, c'est pas un tribunal, donc on Complètement. souffle, tout va bien. Moi, vraiment, il y a des gens qui font des trucs, ça n'a aucun sens avec le lore. C'est ok, en fait. On en parle. Et du coup, oui, est-ce que je peux partir sur 2 heures d'infodump sur ce point spécifique de lore? Bien évidemment. J'ai une joueuse, là, toute récente, c'est sa première partie de jeu de rôle. Elle est venue passer l'après-midi et était en mode infodump-moi sur des trucs. Genre, donne-moi un truc et on est parti. Et maintenant qu'elle a plus d'éléments du lore, bah, ça lui donne plus d'éléments de contexte de l'univers. Et du coup, elle a plus de confiance en elle pour faire des trucs. Et j'en ai une autre qui m'a dit en vrai, tu nous dis allez-y, mais tu nous dis pas qu'est-ce que ce serait la bonne façon d'aborder les gens. C'est exact. Genre, je vous dump dans le truc et je pars du principe que vous savez, c'est ok, je vous fais des propositions. Et au début, bah ouais, je vais leur faire des propositions, je vais faire ok par rapport à la religion nanani. Ça ferait sens de commencer par déclamer un bout de verset machin pour embrayer sur une salutation polie, pour embrayer sur, tu vois, c'est complètement fonctionnel. Et t'es pas obligé de tout roleplayiser. C'est toujours mieux quand tu parles aux autres joueurs de rester dans le personnage, parce que ça apporte toujours plus, et surtout en plus d'expérience, j'ai l'impression que quand on parle en tant que joueur, on a tendance à passer des plombes, à déblatérer sur attends, mais peut-être que ça, alors que quand t'es dans le personnage, t'as plus tendance à genre aller à l'essentiel et à chercher du compromis rapide, etc. Et à dire des trucs plus intéressants aussi, qui sont moins tout le possible s'offre à nous, tu le restreins à ce que ton personnage peut offrir. C'est plus intéressant. En tant que MJ, un conseil. J'aurais tendance à vous dire commencer sur un petit jeu avec des règles simples. Pas comme D&D, mais également pas comme Warhammer. D'autant plus que D&D, pour jouer, il te faut 3 bouquins. Warhammer, il t'en faut un, mais il coûte 40-45 balles. Les jeux indépendants, généralement, coûtent 20 à 25 balles. Et souvent, en plus, ils ont une DA genre d'une autre planète. Je pense à Merkborg, par exemple, qui a des règles simples et une DA, vous vous en foutez. En fait, si vous jouez jamais au bouquin, au pire, vous aurez un phasine coloré avec des vernis sélectifs métalliques à l'intérieur et du fluo sur des pages et il brille dans le noir. Enfin, mais voilà, commencez sur un jeu de rôle avec des règles light. Est-ce qu'il faut que ce soit écrit? Pas nécessairement. En vrai, moi, j'ai commencé sur du Warhammer V2 en impro total. Hein. C'était pas ouf, mais ouais, en tant que MJ, c'est la première fois que vous me jetez. C'est ok. Les gens qui sont à votre table savent. Et si c'est des gens qui s'attendent à avoir du niveau Matt Mercer ou Brennan, c'est des cons. Voilà, je suis désolé. J'allais dire des gens qui ont des attentes déraisonnables, mais je crois que tu l'as dit de Non, manière c'est des plus cons. concise que moi. Ouais, ça genre, revient j'ai au vu même. sur internet des tables qui genre faisaient passer des auditions pour leur MJ et disaient ah bah non, t'es pas assez bon, on va en trouver un autre. Bah, j'espère qu'ils les rémunèrent. Alors déjà, ils les rémunèrent pas, puis surtout, ils trouvent pas de MJ, curieusement. On te rappelle que c'est pour jouer. C'est ça. Et que les gens qu'on rémunère, c'est des comédiens ou des gens dont c'est le métier, qui peuvent être intermittents du spectacle, voilà. Et les actual play, tout le monde se détend le string par rapport à ça. Hein. C'est des comédiens, c'est des acteurs de doublage professionnels qui jouent. Exactement. Et qui, en plus de ça, contrairement à la plupart des joueurs, eux ont un minimum poncé les règles, du coup, et le lore, parce qu'ils sont payés pour ça. C'est dans le budget. Donc, du coup, ils taffent. Et puis, en plus de ça, je rappelle, c'est filmé. Et si c'est filmé, généralement, il arrive que ce soit prescripté, que le MJ fasse « Ok, on va faire ça à peu près », ils donnent les grandes lignes, ils disent « Alors, du coup, je vais déclencher ça. Là, ça pourrait être pas mal d'avoir telle idée. » C'est pas du jeu de rôle, en fait. C'est comme de la télé-réalité, c'est pas des vrais gens. C'est filmé, donc c'est modifié. Sauf sur ma chaîne Twitch, auquel cas tout est vrai et rien n'est cuté. Pourquoi ? Parce que 1, j'ai la flemme de préparer les gens et 2, j'ai la flemme de monter. Donc tout est 100% véritable. Tout est authentique. Mais voilà, genre, commencez avec des gens qui commencent aussi et qui n'ont pas des attentes déraisonnables. Et ouais, ça va bien se passer. Et si vous connaissez pas toutes les règles, c'est ok.
connaissez juste la base des règles, quoi. D&D, il faut jeter un D20. Il y a un niveau de difficulté qui est exprimé entre 1 et plus que 20. Et voilà, un 20, c'est une réussite. Un 1, c'est un échec. Et entre les deux, il y a une grille qui dit, alors, tel niveau de difficulté, ça devrait être à peu près tel chiffre. Et juste avec ça, c'est bon. Faites pas des combats tout de suite. Sur votre première séance, évitez de faire un combat aussi. Conseil en tant que MJ. Les combats ont généralement toute leur mécanique à eux. C'est généralement le cœur de la mécanique compliquée. Ne vous infligez pas un combat sur la première séance. Faites une session 0 aussi, voire même faites-en 2. Toujours bien la session 0. Que ça soit pour faire les personnages tous ensemble et ne pas s'attendre à jouer derrière, ce qui enlève une grosse pression à essayer de éliminer le truc d'un coup. Ça permet pour les MJ qui connaissent bien leur lore de faire un petit peu de lore dumping au passage, qui sera pas nécessairement tout retenu, mais qui plantera un peu le décor. Ça permet aussi de savoir quel thème on va pas aborder, par exemple, et c'est complètement OK, notamment par rapport aux discriminations. C'est toujours important d'être sur la même longueur d'onde que votre MJ par rapport à ça. Parce qu'effectivement, si tu as prévenu personne et que tu as une table 100% blanche avec une personne racisée et puis que d'un coup tu fais « Alors, vous commencez, vous êtes esclaves dans des champs de coton !» Je sens comme un léger malaise. Peut-être qu'en session 0, ça aurait pu être pertinent d'en parler au bout d'un moment. Enfin, il y a des trucs qui se font pas. Et ne soyez jamais edgy pour être edgy. Que ça soit joueur ou MJ, ne soyez jamais edgy pour être edgy. Ça rejoint l'exemple que je viens de donner juste à côté, mais jamais. Ne foutez pas le feu à la taverne juste parce que votre personnage est dark. Ne faites pas un Dark Sasuke parce que vous n'allez pas participer, vous allez être chiant. Ne faites pas un perso qui est antagoniste gratuitement du reste de la table. Et si vous faites des persos comme moi, à savoir des petites créatures hyper chaotiques qui vont avoir tendance à faire péter des trucs juste pour voir ce qui se passe, soyez sûr que tout le monde est d'accord avec ça. Parce que généralement, c'est des générateurs à emmerde. Les MJ ont tendance à kiffer parce que l'histoire va toujours quelque part. Jamais là où ils ont prévu, mais toujours quelque part. Et puis ça fait une créature qui a tendance à sauter dans les pièges juste pour voir ce que ça fait. Ça fait avancer l'intrigue un peu dans le bon sens. Et en mode, l'histoire avance. Et puis dans tous les cas, le consentement, quoi. Donc s'amuser, ouais, sa beauté, non, quoi. C'est pour ça, session 0, hyper important. Ouais, carrément. Est-ce que pour terminer, t'aurais une œuvre à nous recommander ? En ce moment, je suis à fond sur la série Les Fantômes de Gaunt, qui est une série de bouquins Warhammer 40 000 sur un régiment de la garde impériale. C'est genre vraiment du bouquin de guerre, pas du tout ce que je lis d'habitude, je suis à fond dedans. Genre, ça fait des années que je vois le truc partout parce que à une époque, c'était un des best-sellers de la licence. Je crois qu'il y a 16 bouquins. Et en vrai, je suis tombé dedans. Donc, vraiment, je trouve ça hyper cool. Non, je vais vous donner une reco plus sympa. Shannon Chakraborty, la trilogie d'Eva Bad, donc qui commence avec La Cité de Laiton. Excellent. Ouais, excellente saga. Pas queer du tout. Micro au poil, mais qui change du médiéval fantastique européen. Complètement. Et extraordinaire. J'ai pas été dans un mode page-turner comme ça depuis facile 15 ans. Donc depuis que je suis gamine, en fait. Genre vraiment, ce truc-là, je l'ai dévoré. Extraordinaire, génial. Et en plus, c'était pas gagné. Hein. Franchement, maintenant, tu me balances des trucs qui sont comme ça, très hétéro, où il faut que je m'attache au... Normalement... Et en plus de ça, le fait d'avoir genre aucun référentiel culturel, finalement, par rapport à l'œuvre... ça déstabilise, mine de rien, parce que tu peux pas te raccrocher facilement au truc. En plus de ça, il y avait souvent des termes que je comprenais pas. Et en plus, les gens, ils ont des noms que j'ai pas l'habitude de voir, c'est un peu compliqué qui est qui. Mais super saga. Super, extraordinaire. Qui se passe dans un monde où le référentiel religieux, c'est plutôt un référentiel islamique, en fait, donc on va faire appel à des créatures qu'on connaît pas en Occident. Et si t'as aimé cette trilogie-là, je te recommande Les Aventures d'Amina Al-Sirafi, ancienne femme pirate, plus de 40 ans, qui boite d'une jambe, qui a eu 3 maris qu'elle a quittés parce que ça l'intéressait pas. Est-ce que c'est par la même autrice ? C'est parfaitement la même autrice. Il y en a qu'un qui est sorti, mais je crois que c'est... Le bouquin était joli, je l'ai acheté. C'est une série aussi ? Ouais, ça va être... Je crois que ça va être une trilogie. Du coup, si c'est pas un one-shot, je vais faire exprès d'attendre qu'ils soient tous sortis. Parce que vu comme j'ai bouffé des vavades juste avant, ça va... Je comprends ta stratégie. Et il paraît que le prieuré de l'Oranger est vachement bien et lesbien, mais j'ai pas encore commencé à lire. Absolument. Vu que maintenant, voilà. Je lis des bouquins sur des mecs barbus en treillis dans la gadoue. Écoute, ça arrive à tout le monde. Hein. Youfi, vraiment, merci beaucoup pour ce long moment d'échange. Et si on veut te retrouver, tu as ta chaîne Twitch, tu l'as dit tout à l'heure, Youfi me jette. Il y a les replays sur YouTube, même nom pour ta chaîne YouTube, Youfi me jette. Et tu as aussi une autre chaîne YouTube qui s'appelle Tipoui, où tu racontes des trucs super intéressants, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis, est-ce que tu veux dire le mot de la fin ? Amusez-vous, jetez des dés ou n'en jetez pas, mais amusez-vous ensemble et racontez des histoires, parce que les histoires, c'est la meilleure chose du monde.
Merci beaucoup pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et surtout d'en parler autour de vous. C'est encore le moyen le plus efficace de faire connaître un podcast. Vous pouvez suivre toute l'actualité du podcast sur Instagram @lefeudesracines ou encore sur le site internet lefeudesracines.fr. J'y mets d'ailleurs de petits articles de blog pour chaque épisode. Et si vous êtes vous-même joueur, joueuse ou MJ et que vous souhaitez partager votre histoire, vous pouvez m'écrire à lefeudesracines@proton.me ou directement via le site internet. D'ici là, jouez parce que c'est vraiment tout ce qui compte et à bientôt pour le prochain épisode. Mais le but du jeu n'est pas d'être classée meilleure joueuse par la MJ. Est-ce que les MJ font ce genre de classement dans leur tête ? Ça arrive. C'est comme les profs, tu sais. Non, je n'ai pas de préféré. Si. Mais il y en a que j'aime plus que d'autres.